Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, Laurent Trollet. Je suis au sein de CAGIP, maîtrise d'ouvrage cybersécurité. Et j'ai pu travailler ces dernières semaines, voire ces derniers mois, sur des sujets liés à la mise en œuvre de Microsoft 365, mais aussi à d'autres solutions liées au confinement, liées on va dire, au travail à distance et non pas au télétravail. Voilà, Cédric, je te laisse te Euh, présenter. oui, merci. Bonjour à tous. Donc, Cédric Lambert, je suis senior manager au sein des équipes Accenture Sécurité. Donc, je travaille dans l'écosystème Microsoft depuis une vingtaine d'années et plus spécifiquement dans la sécurité, c'est cette dernière décennie, hein. AD, Azure AD, O365, Azure, et j'accompagne donc le Crédit Agricole dans sa transformation vers M365, et ça fait à peu près un an, hein, Laurent, qu'on travaille Hmm, ensemble. tout à fait. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter l'activité de CAGIP. CAGIP est la production informatique des entités du groupe, dont l'objectif fort est de développer des nouvelles solutions, des nouvelles plateformes qui sont adaptées aux pratiques du digital. L'idée, c'est d'atteindre un niveau concurrentiel optimal, tout en y associant et en garantissant un niveau de sécurité le plus adapté possible par rapport aux différentes fonctionnalités qui sont mises en œuvre. Donc, CAGIP, c'est 4000 personnes, dont 1600 collaborateurs, qui sont répartis sur tout le territoire, sur 17 sites. Voilà, donc, au niveau de l'impact sur la crise sanitaire, je dirais qu'en récurrent, de manière récurrente, nous avons des sujets de préoccupation sur l'interopérabilité entre les personnes, hein, du fait, alors que ce soit les personnes internes ou l'interne vis-à-vis de l'externe, du fait de la distribution géographique et du fait de notre métier. Et toujours avec un souhait d'innovation au niveau de nos infrastructures et au niveau de nos solutions, avec un regard de plus en plus présent sur la partie RSE et donc sur la partie environnementale. Et puis, est arrivé le Covid et les différents confinements qui se sont présentés, et il a fallu mettre en œuvre des nouvelles solutions. Alors, le travail était déjà présent au sein de CAGIP, mais nous sommes passés en télétravail étendu, donc 4 voire 5 jours par semaine. Et donc, il a fallu mettre en œuvre tout un ensemble de moyens de communication pour pouvoir améliorer les échanges, étendre les échanges, que ce soit toujours entre les internes, entre les différentes entités du groupe Crédit Agricole, ou que ce soit avec nos partenaires ou avec nos clients. Et donc, il a fallu regarder vers des nouveaux services collaboratifs, des nouveaux usages. Mais ces nouveaux usages, ces nouveaux services, il ne fallait pas les mettre en œuvre, je dirais, demain ou après-demain, mais c'était tout de suite dont on en avait besoin. Et donc, il a fallu aller très rapidement sur cette mise en œuvre. Et comme toute nouvelle solution a son lot de failles, de risques, il a fallu regarder d'un point de vue sécurité tous les impacts que pouvaient avoir ces nouvelles solutions. Alors, quand je parle de nouvelles solutions, j'ai dit tout à l'heure Microsoft 365, mais ça peut être des solutions de visioconférence de type WebEx, hein, comme ça tout le monde sera cité, mais c'est aussi des solutions au niveau du poste de travail lui-même, hein, en faisant sortir des flux non sensibles directement sur Internet, de manière à optimiser les échanges entre les utilisateurs, entre tous les utilisateurs, quels qu'ils soient. Et donc, il a fallu réaliser très rapidement des analyses de risque. On verra tout à l'heure l'approche qu'on a pu avoir sur les analyses de risque et la liste des analyses de risque, mais il fallait qu'elles soient produites et dans un délai très très court. Et
ces analyses de risque ont mis en avant le fait que des mesures étaient à prendre en compte, étaient à mettre en œuvre, et donc une pression importante a été mise sur l'IT pour pouvoir mettre en œuvre ces différentes mesures pour mitiger les risques. En parallèle, je dirais que tout ce qui va être axé sur la disponibilité, notamment les réseaux, la taille de nos tuyaux, les accès distants, ont dû être adaptés pour faire face, comme le disait tout à l'heure Thierry, je crois, pour faire face aux accès distants. Alors, toujours avec un regard sécurité sur, eh bien oui, maintenant qu'on est en télétravail, quelle est la consommation de services de Shido IT? Est-ce qu'on peut ou pas utiliser des devices non maîtrisés, et dans le cadre de leur utilisation, comment on peut, ou quels sont les droits, quelles sont les actions qu'on peut réaliser à partir de ces devices non maîtrisés? Et bien entendu, toute l'administration à distance devait être sécurisée. Excusez-moi. Du coup, je vais essayer de remonter. C'est pas possible. Si. Ta oscillation t'échappe. Je recommence. Voilà. Donc, j'en parlais, l'approche sécurité au niveau des risques, elle a été faite sur de nombreux points, de nombreuses analyses de risques. On le cite ici, on est à plus de 20 analyses de risques, rien que pour tout ce qui est gestion des identités, gestion des données dans le cloud, l'hybridation des infrastructures et de la messagerie, des usages collaboratifs. Vous avez un exemple, alors c'est pas un code barre, hein, mais c'est en gros la liste de tous les points de manière macroscopique sur lesquels on devait se pencher, qui étaient des risques potentiels associés à chacune des fonctionnalités qui devaient être mises en œuvre. Et donc, on était à 130 risques macro, Laurent. 130 risques macro. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, ensuite, on a, de par cette approche risque macro, on est descendu dans le détail, on a fait donc nos AR détaillés, alors que ce soit sur la gestion des identités, que ce soit sur tout ce qui est, je parlais tout à l'heure d'optimisation de flux, donc tout ce qui était ce qu'on appelle le split VPN, hein, c'est-à-dire l'orientation des flux non sensibles directement sur Internet. Que ce soit sur l'utilisation des fonctionnalités de Teams, mais aussi et surtout, et on va le voir parce que c'est un point qui est très important, sur tout ce qui touche à la donnée, à la classification de la donnée, à la protection de la donnée, et puis après dans les fonctionnalités on va dire, par le déplacement des données dans le cloud, tout ce qui va être hybridation de la messagerie notamment. Alors, encore une fois, toutes ces analyses de risque, elles ont donné lieu à des mesures, et les curseurs étaient adaptés en fonction des besoins du business. Puisque il est clair que le business, l'UX souhaite de la disponibilité, ne souhaite pas de la lourdeur dans les authentifications, dans la manipulation de la donnée, dans la réactivité, dans tout ce qui est bascule d'une application à une autre. Et donc, il a fallu avoir un compromis entre ce qui est identifié en termes de mesures et ce qui peut être attendu de la part des utilisateurs. Alors, pour répondre à ces enjeux, nous avons adopté une approche relativement agile, donc proactive, hein, comme le disait Laurent, donc en mode programme, avec un objectif de déployer la solution par release successive. L'objectif, c'est de s'assurer qu'on aura mis en place toutes les dispositions nécessaires en termes de sécurité avant d'ouvrir un service. Donc, on a démarré par un POC au début, donc sans risque, pas d'exposition d'identité dans le cloud, pas de SSO, pas de données sensibles, enfin pas de données du tout d'ailleurs. Donc des risques vraiment limités. Et ensuite, on a pu procéder donc à une analyse macro. L'objectif de l'analyse macro de départ, c'était déjà d'identifier en fait les premières mesures à mettre en œuvre, et surtout d'accélérer le côté, les études, le projet, de pas être un frein.
Et ensuite, on a pu commencer à étendre les services progressivement, donc avec toute la partie design du service, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, analyse de risque détaillée, bien évidemment, et ensuite l'ouverture donc des services à partir du moment où on avait mis en place donc un niveau qu'on jugeait suffisant hein, pour couvrir ces risques. Et puis, évidemment, l'objectif premier, c'est de surtout pas se retrouver dans une situation où on a ouvert les risques, lapsus, on a ouvert le service et on se rend compte ultérieurement que on a introduit justement des risques qu'on a trop ouverts et on voudrait verrouiller après. Et ça, ce serait perçu comme une régression par les métiers, ce qu'on souhaitait absolument éviter derrière cette approche. Si tu peux aller au slide d'après, je suis pas sûr que j'ai la main. Voilà. Donc, pour sécuriser un écosystème aussi large que M365, il faut s'intéresser en fait à toutes les couches. Donc, d'abord, on se focalise sur la donnée. Donc avec l'identification des données les plus sensibles en vue de les protéger. Donc c'est évidemment loin d'être un sujet simple, hein, c'est même le plus gros sujet. Et après, il y a aussi des sujets de souveraineté derrière. Comment on va chiffrer avec quel type de clé les données de type C3, de type C4. Il y a les sujets aussi de DLP, de classification massive. Ensuite, il y a la sécurisation des services collaboratifs, donc les services messagerie, la protection contre les menaces, SharePoint, Teams, etc. La sécurisation au-dessus donc des devices et puis, comme le disait Laurent, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire au niveau des devices personnels. Il y a aussi bien sûr la sécurisation des accès distants et avec les technologies qui nous imposent un certain nombre de compromis comme le split tunneling ou encore le bypass proxy. Et tout en haut, on va retrouver la problématique de sécurisation des identités, donc le plus souvent hybride. Comment imposer le MFA pas seulement aux administrateurs, mais aussi autant que possible à tous les utilisateurs. Comment on va pouvoir également gérer la collaboration avec l'extérieur, donc les accès externes, donc avec maîtriser en fait quelles sont les organisations partenaires avec lesquelles nos collaborateurs vont pouvoir échanger. Et il y a également la réciproque, hein, à savoir quelles sont les entreprises qui pourront inviter nos collaborateurs, sachant que dans les deux cas, il y a échange de données, donc risque de fuite de données. Et pour chacune des couches, on a en fait un ensemble de solutions techniques donc à notre disposition. La clé, ça va être de les lier les unes aux autres en fait. Donc, c'est de réussir. Enfin, il est important de pouvoir identifier en fait différents cas d'usage et d'apporter une réponse globale. Quelques exemples. On ne voudra pas autoriser les mêmes usages collaboratifs sur la donnée sensible. Selon que l'utilisateur dispose d'un device personnel ou d'un device externe, enfin de l'entreprise, pardon, managé, et qui soit en situation de mobilité ou alors qui soit au sein de l'entreprise. On va pouvoir souhaiter interdire de stocker de la donnée de type C4 dans le cloud. On va pouvoir aussi vouloir contrôler l'utilisation de protocoles legacy. Ou de tel ou tel client pour l'utilisation de la messagerie ou des espaces collaboratifs. Et donc, tous ces exemples, on va pouvoir les mettre en place avec une combinaison de technologies. Donc, ça va être des accès conditionnels, ça va être du CASB. Et c'est généralement une combinaison d'un peu tout ça qui va nous permettre d'y arriver. Donc, il faut surtout pas oublier aussi la sensibilisation des utilisateurs. Ça, on l'a évoqué, c'est clé, ça repose sur eux. Et puis, derrière, à la fin, en fait, hein, la clé de voûte de la sécurisation, de la sécurité, de la surveillance, ça va reposer sur le SOC. Donc, avec comme objectif d'être capable, en fait, de récupérer les logs, donc qui vont venir de ces différentes couches, et de les injecter pour derrière identifier en fait les menaces et les scénarios d'attaque qu'on pourra avoir sur nous. Et je pense qu'on peut aller au slide suivant, Laurent, du coup. Je tente. Voilà. Et je vais commencer par la fin, parce que comme tu l'as dit, le SOC, la surveillance, c'est la clé de voûte. C'est le cockpit. C'est le cockpit. C'est là que l'on visualise clairement toutes les alertes, tout ce qui peut se passer au niveau des différentes actions, au niveau du tenant. Et c'est un travail de longue haleine de pouvoir classifier, prioriser, contextualiser toutes les alertes, corréler toutes les alertes qui remontent pour pouvoir agir en fonction de chacune d'entre elles au niveau du SOC.
Alors, tu l'as dit tout à l'heure, un point des plus importants aussi, c'est tout ce qui touche à la donnée. Parce que c'est bien ça, je dirais presque la ressource qui va vouloir être récupérée par des hackers. Et donc, toutes les différents types de données, il est important de classifier ces différents types de données, de ne pas forcément mettre dans le cloud de la donnée secrète ou hautement confidentielle, et surtout de correctement la protéger. Euh, à chaque fois qu'on a eu je dirais c'est pas vraiment un problème, mais à chaque fois qu'on a mis en évidence un risque, on voit qu'il existe des solutions techniques. Alors, elles sont réalisables et elles sont modulables. Et là, il faut les adapter, je le disais tout à l'heure, en fonction de ce qui est acceptable de par l'utilisateur. Néanmoins, il ne faut pas se dire, bon, je mets tout en œuvre tout de suite. Ce n'est pas possible. Mettre tout en œuvre tout de suite, bon, c'est aller, pour moi, c'est aller tout de suite dans un univers hyper risqué et il faut vraiment identifier pas à pas toutes les fonctionnalités qu'on veut mettre en œuvre, donc réaliser du versionning et sécuriser à chaque version, toutes les versions avant de passer à la suivante. Alors, sécuriser, c'est super, mais ça a à la fois des coûts et des contraintes. Coûts, eh ben oui, les coûts, il faut les accepter, hein. Il n'y a pas de sécurité sans coût. Là, on le voit, on se dit, tiens, on est parfaitement protégé. Bah non, il manque une brique, il manque une petite brique là qu'on n'avait pas vue, mais bon, bah, il faut une licence supérieure pour avoir cette petite brique, où il faut un coût supplémentaire. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les ressources mises à disposition pour pouvoir sécuriser le tenant. Et les contraintes, c'est les contraintes utilisateurs. Cédric en parlait tout à l'heure. Typiquement, dire je fais du MFA, c'est dire je fais de la double authentification. Eh bien oui, c'est contraignant de faire la double authentification, mais au moins ça permet d'assurer qu'on est bien celui qu'on dit être. Après, la partie utilisateur, on ne doit pas lancer des outils comme ça aux utilisateurs. Des utilisateurs IT, déjà, on se rend compte que ils vont pas forcément être initiés sur les nouvelles technologies, mais ils vont pouvoir prendre le train en marche. Un utilisateur non IT, il va se demander ce qui lui arrive. Parce que c'est des nouveaux usages, parce que c'est des nouvelles, ne serait-ce que de la classification, c'était pas forcément présent on-prem. Donc, c'est des accompagnements qui sont nécessaires et il est important d'avoir des tutos, d'avoir des accompagnements auprès de nos utilisateurs. La démarche sécurité, bien entendu, elle est capitale. Elle est capitale. On a parlé pas mal d'analyse de risque, mais ce n'est que le début de la démarche. Les tests d'intrusion, les audits de configuration, ce sont des éléments qui sont essentiels pour aller au bout et vérifier que ce que l'on a dit qu'on ferait, c'est vraiment en place et qu'il n'est pas possible de passer par la fenêtre. Bien entendu, tout ça avec une approche evergreen qu'il faut mettre en œuvre rapidement et bien, dans ces conditions, on espère avoir sécurisé le plus complètement possible notre Ouais. tenante. Le sujet Evergreen est vraiment très très important parce qu'en fait on est sur des solutions qui sont en perpétuelle évolution. On peut être très bien à un instant T, quelques semaines après une nouvelle release, enfin de l'éditeur, hein, des éditeurs, donc des nouvelles fonctionnalités, le business l'adopte, on l'a pas anticipé, nouveau risque, trop tard c'est déjà utilisé, on a du mal à sécuriser derrière. Enfin faut vraiment, faut vraiment anticiper, c'est le maître mot là-dessus.